Début des années 90, et ça a été dit tout à l'heure lors d'un atelier, l'enjeu de l'évaluation des politiques publiques d'aide au développement prend de l'ampleur. Et les ONG et les pouvoirs publics s'accordent sur la nécessité d'outiller les associations du secteur pour renforcer leur capacité d'intervention et aussi pour rendre compte aux bailleurs de fonds. Donc au départ, on est sur quelque chose d'assez précis. Et c'est dans ce contexte qu'en avril 1994 est organisé un colloque Évaluer pour évoluer et que le F3E voit le jour. On voit bien dans ce titre, le titre de ce colloque, que la dimension de changement, de transformation est déjà présente dans la formule. Même si l'acceptation n'est pas tout à fait celle qui nous intéresse aujourd'hui, puisque dans la notion d'évolution à l'époque, on était surtout sur l'amélioration des pratiques, de la qualité des projets, sur la professionnalisation des acteurs du secteur et sur la redevabilité. 2000, le F3E s'ouvre aux collectivités territoriales, ce qui permet de croiser les regards sur les pratiques de l'évaluation des projets d'aide au développement, puisque on a à ce moment-là d'un côté les associations, les collectivités territoriales, voire des organisations publiques comme les hôpitaux, et chacun permet, on a déjà là un premier croisement de regard différent au niveau d'évaluation. Et 10 ans après sa création, en 2004, le F3E réalise une étude de bilan des évaluations qu'il a accompagnées jusque-là, en posant la question de l'efficacité de l'évaluation, ou comment faire en sorte que l'évaluation soit un outil de changement effectif. Et on voit toujours donc en fil conducteur un peu cette notion de changement attachée à l'évaluation. De cette étude bilan de 2004, j'ai retenu 2 points à mettre en avant. L'idée qu'il fallait absolument hiérarchiser les attentes et les objectifs qu'on fixe à l'évaluation. Et il y avait une formule qui a résumé ça à l'époque, qui était l'évaluation n'est pas la bonne à tout faire. Et puis la deuxième idée était celle de développer autour de l'évaluation, pour compléter les démarches d'analyse des actions, un certain nombre d'outils. Une boîte à outils, planification participative, suivi et évaluation, capitalisation, appui post-évaluation et étude des effets et des impacts, dont on a déjà largement parlé au cours de ces journées. Cette question des mesures des effets et des impacts prend de l'ampleur en même temps que le constat des limites des approches strictement quantitatives pour rendre compte notamment des projets que j'appellerais soft, type projet de renforcement de capacité, plaidoyer, éducation à la citoyenneté. Dans le même temps, à peu près à la même époque, les ONG anglo-saxonnes développent de nouvelles approches et nouvelles méthodes autour de la notion de changement. Le F3E, centre de ressources pour ses membres, se saisit du sujet et met en place des groupes de travail dont les activités se traduiront par la publication de guides et par le lancement du programme expérimental PRISM depuis 2013-2014, programme encore en cours, programme expérimental portant sur la planification, le suivi, l'évaluation des processus de changement. C'est dans ce contexte qu'en 2016, le conseil d'administration du F3E a décidé de lancer une étude « Évaluer les évaluations » et l'analyse des pratiques pour une évaluation transformative. Il s'agissait, à travers cette étude, de mieux cerner les conditions d'utilité des évaluations externes, de cerner leurs éventuelles limites et d'identifier les pistes à développer pour accroître cette utilité en matière d'apprentissage et de changement. Là aussi, des mots-clés qui commencent à apparaître, apprentissage, changement. Alors, comment a été menée cette étude? Je vais vous en dire 2 mots, sans être très long. Je vous invite par contre à aller la lire, elle est téléchargeable et accessible sur le site du F3E. Elle a reposé sur une revue documentaire assez large, des pratiques ici en France, mais aussi au-delà de nos frontières, dans l'espace francophone, voire au-delà, sur une enquête auprès des membres qui avaient mené au moins une évaluation accompagnée par le F3E entre 2009 et 2014. Et là, on a eu le F3E, je dis on, le F3E a eu un excellent taux de retour avec une forte participation. Et puis toute une série d'entretiens avec des personnes ressources, dont certaines sont à cette table, des membres du F3E, des consultants, mais aussi ses partenaires financiers, pour ne pas la nommer, principalement l'AFD. Je vais faire un petit focus rapide sur l'enquête et la revue documentaire, moi ce que j'en ai retenu, et qui peut alimenter notre réflexion et les réflexions de la table ronde aujourd'hui. De l'enquête, il faut retenir d'abord une pratique de l'évaluation en progression. Quand en 2004, l'enquête a été faite auprès des membres du F3E, 33% des membres pratiquaient l'évaluation de façon fréquente, voire systématique.
2014, 10 ans plus tard, le C15, on en est à 68%. Donc on voit vraiment une nette progression dans l'appropriation de la pratique de l'évaluation. Des attentes vis-à-vis de l'évaluation qui combinent le plus souvent redevabilité et apprentissage pour 48% des membres des enquêtés. Alors que 41% en attendent plutôt de l'apprentissage et 11% que de la redevabilité ou seulement de la redevabilité ou plutôt de la redevabilité. On voit quand même que dans plus de 80% des membres, dans l'exercice d'évaluation, il y a une attente forte d'apprentissage. Cette enquête montre aussi que toujours qu'il y a la poursuite d'objectifs multiples dans l'évaluation et que donc le point de vigilance de 2004 de la nécessité de hiérarchiser, de prioriser les attentes, les objectifs de l'évaluation reste un point de vigilance. Il ressort également pour les enquêtés que 72% d'entre eux, l'évaluation a produit des apprentissages. Alors derrière le mot apprentissage, il y a effectivement des réalités assez variées qui vont de la pratique de l'évaluation elle-même à des apprentissages sur le projet, les actions, les acteurs, leur implication dans le projet, ou encore sur l'organisation, son positionnement, sa stratégie. Donc on a des apprentissages vraiment qui couvrent un large spectre. Ils sont 65% à estimer que l'évaluation a abouti à des changements significatifs, et là aussi dont on voit quand même qu'ils touchent principalement l'action, le choix des activités, le partenariat, les démarches et les méthodes mises en œuvre. Ou mieux, j'allais dire, ou à un autre degré, l'organisation, avec des conséquences sur l'évolution de l'organisation, la mise en place de nouvelles fonctions, le développement par exemple du suivi-évaluation, ou encore des recentrages stratégiques. Il y a quand même quelques avis mitigés qui se sont exprimés aussi, et ces avis mitigés portaient sur en fait la portée, le peu de portée ou la portée limitée de l'évaluation comme moment d'apprentissage ou de changement. Et c'était souvent associé avec l'idée que les recommandations qui étaient faites par les évaluateurs étaient un peu loin de la réalité de l'opérateur. Donc il y avait un genre de déconnexion entre la recommandation et le contexte de mise en œuvre et d'action des acteurs. Voilà pour l'enquête les quelques points que je voulais relever. Concernant la revue de la littérature, elle est riche. D'ailleurs, je pense que le F3E va la réutiliser dans un Barefoot Guide à venir. Donc dans une vision internationale, et ça sera aussi très intéressant. Je ne vais pas en faire la synthèse. Moi, ce que je retiens, c'est les principaux facteurs qui étaient pointés et qui feraient qu'une évaluation soit influente. Et là, on va retrouver un certain nombre de choses qu'on a déjà évoquées, l'apprentissage, la construction de connaissances, la déconstruction de représentations, la participation et la collaboration. Donc on est vraiment sur des modalités de participative, mais aussi le fait que l'évaluation s'adresse à différents niveaux, de l'individu à l'interpersonnel en passant par le collectif jusqu'aux organisations. Donc le fait qu'on cible bien la diffusion des résultats de l'information à différents niveaux. Dans l'étude menée par le F3E et de ces différents éléments se dégage un genre de triptyque, possible générateur de changement, qui va reposer sur un environnement favorable auquel on peut attacher par exemple la volonté politique du commanditaire, sa volonté exprimée ou pas d'avoir un changement. On va avoir comme deuxième élément du triptyque le processus d'évaluation transformatif, et là on est dans la co-construction, dans le positionnement, l'attitude de l'évaluateur, comment il travaille avec son commanditaire, comment il se positionne. Et ça a déjà été un peu évoqué dans les ateliers de ce matin. Et enfin aussi la nécessité d'un apprentissage partagé par les acteurs. Donc on est bien aussi dans comment on partage les enseignements et comment les parties prenantes s'approprient ces différentes dimensions. Je vous invite une nouvelle fois à prendre connaissance de ce rapport dans lequel il y a aussi des recommandations sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et ceci permet de poser, me semble-t-il, les principaux éléments qui vont animer notre table ronde. Alors cette table ronde, elle va se passer en deux temps, deux questions génériques qu'on va aborder avec nos différents intervenants. Une première question par qu'est-ce que l'évaluation transformative ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Et de quel type de transformation parle-t-on ? Et puis dans un deuxième temps, on essaiera d'aller sur si l'on souhaite qu'une évaluation soit transformative, quelles sont les conditions à mettre en œuvre pour qu'elle puisse avoir cette dimension-là ? Une évaluation transformatrice, on ne va pas, oui, transformatrice, voulant dire
améliorer la situation que l'intervention cherchait à améliorer. On va faire une distinction de prime abord entre la transformation que l'intervention cherche à faire et qu'est-ce que l'évaluation a apporté. Parce que l'évaluation de prime abord est destinée à justement interroger si cette transformation a eu lieu ou pas. Dans ce processus, quelle est la valeur ajoutée de l'évaluation? Dans le principe, l'évaluation, en fait, est un processus de validation de cette transformation qui, on l'a vu hier en parlant des définitions du développement, dépasse le prisme de l'approche classique de développement qui se limite à des questions quantitatives ou à des questions limitées pour essayer de décliner un peu les différentes attentes des différents acteurs en matière de transformation de leurs conditions de vie. Là, je parle au niveau individuel. Mais quand on parle d'une évaluation qui transforme, à mon avis, il faut décliner la question aussi au niveau organisationnel. Également au niveau du projet lui-même, du programme ou de l'intervention. À des niveaux un peu plus agrégés, au niveau institutionnel, on va dire. Mon expérience personnelle se limitera au niveau, on va dire, individuel, méso et intermédiaire, davantage qu'au niveau institutionnel, du fait de la nature des interventions sur lesquelles je suis amenée à intervenir, et on en parlera dans la deuxième question. Au niveau individuel, on fait la distinction entre les acteurs de mise en œuvre et les bénéficiaires. Les acteurs de mise en œuvre, je parle du programme lui-même d'intervention, les gestionnaires du projet. On peut imaginer, parce que l'évaluateur, ce n'est pas l'évaluateur qui va transformer la qualité de vie des bénéficiaires, bien entendu, mais l'évaluateur est en interaction avec un nombre limité de bénéficiaires sélectionnés selon la démarche qui est mise en place, mais surtout en interaction avec les chargés de programme, les personnes qui sont donc responsables de la mise en œuvre du projet. Dans ce processus, qu'est-ce que je peux observer, je peux témoigner en matière de transformation? Je vais donner un exemple d'une évaluation à laquelle j'ai participé dans un projet de renforcement des capacités des jeunes dans un pays, en Afrique, au Soudan, qui a, et souvent d'ailleurs les évaluations sont destinées à changer, à confirmer l'intervention ou à changer au cours de l'intervention, ou si le bilan est négatif, à arrêter le programme par exemple, ou en tout cas délibérer sur la continuité ou non de l'intervention. Donc là, on peut imaginer, sur cet exemple que je donnais, l'évaluation a abouti à on va dire une mise en place d'un dispositif d'intervention qui n'existait pas et qui a été amélioré par ce qu'on a appris sur le terrain. Je vais donner un autre exemple, un projet d'intervention en maternité, d'amélioration de la santé maternelle et infantile en Mauritanie.
le forfait obstétrical, l'intervention a abouti à généraliser le projet. L'évaluation a abouti à généraliser le projet parce que l'intervention a montré que ce projet a réussi à réduire la maternité maternelle dans une certaine mesure. Ce sont des interventions à un niveau, des impacts à un niveau organisationnel. Au niveau institutionnel, je donnerai juste l'exemple d'une étude systémique qui a été faite par une organisation qui s'appelle 3IE, une étude d'évaluation d'impact sur l'éducation. Et on verra dans la deuxième partie ce qui a caractérisé cette étude qui a fait que elle a abouti à influencer un certain nombre de politiques dans un certain nombre de pays. J'ai devant moi le rapport qui donne quelques témoignages, notamment au Pérou, en Afrique du Sud. Donc un premier éclairage où on voit effectivement que l'évaluation a amené des modifications d'organisation, principalement, hein, voilà, et puis de la mise en œuvre de projets. Madame Laure de la Bretèche, le secrétariat général de la modernisation de l'action publique a réalisé récemment une méta-évaluation, évaluer les démarches d'évaluation des politiques publiques. Quels sont les principaux enseignements que vous avez pu tirer de cette méta-évaluation et à quel type de changement ces évaluations ont-elles permis d'accéder ? Merci beaucoup, merci à Laurent Delquerou de m'avoir invité pour effectivement porter aussi dans ce Cénacle la parole du SGMAP et du travail qu'on a accompli. Alors, le mot de méta-évaluation, il est horrible, il est presque aussi horrible que le mot d'évaluation. Donc je me fie beaucoup aux admirables dessins là, qui sont en train de naître sous nos yeux pour mettre de la clarté sur ces notions. Mais je vais essayer quand même de vous en donner un peu. Je pense que, et pour revenir aussi, sans oublier la méta-évaluation, à votre question centrale, qui est j'aime beaucoup l'expression évaluation transformative, on est dans un monde où les choses vont très vite. Elles vont très vite pour les pouvoirs publics et elles vont très vite pour le secteur des ONG et des associations, parce que les attentes des citoyens sont sans cesse en train de se reconditionner dans un monde qui change. Ça a l'air idiot, mais cela étant dit, ça impose aussi une approche de l'évaluation qui soit extrêmement dynamique, exigeante et très renouvelée. Ça n'est pas étonnant que l'évaluation petit à petit prenne sa place, mais c'est quand même très important effectivement qu'on en vérifie un peu les conditions. Vu d'un service qui est auprès du Premier ministre, ce qui est le positionnement du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique depuis 2012, donc dans un rôle interministériel, à quoi ça sert et pourquoi ? Alors, l'évaluation, comme vous savez, elle est dans la Constitution depuis 2008, donc il y a quand même l'indication que petit à petit, le niveau de la mer monte et que c'est une bonne nouvelle que l'évaluation gagne petit à petit du terrain. Mais pour réaliser néanmoins un esprit d'évaluation dans un pays qui n'a pas la culture anglo-saxonne, les choses sont un peu plus composites. Alors, pour le faire, je voudrais aussi saluer le courage que ça demande, parce que quand on est un ministre et qu'on va demander une évaluation, on se met sous le regard d'eux et on prend un risque. Et c'est absolument capital d'ailleurs que l'évaluation soit ce risque assumé, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lancer une évaluation alibi dont on connaît la conclusion. D'où l'importance de cette notion d'évaluation transformative. Elle doit être lancée pour transformer, pour bouger, pour changer quelque chose. Et elle doit s'inscrire, c'est l'exigence que nous avons au sein du SGMAP, dans des délais qui sont compatibles avec les délais du politique. Non seulement parce que c'est l'exigence des citoyens, mais parce que si on perd de vue finalement l'examen de la question qu'on se pose, on va perdre en efficacité, en crédibilité, et le sujet va être balayé par d'autres. Donc le travail qu'on a fait depuis 2012, ça a été de lancer à peu près 80 évaluations sur l'ensemble des périmètres ministériels qui sont ceux que vous connaissez, avec des sujets qui étaient plus ou moins bien traités. Il y a des évaluations qui ne sont pas très bonnes, puis d'autres qui au contraire ont donné des très bons résultats.
Et on a voulu, à la fin de ce cycle politique, faire ce qu'on a appelé une méta-évaluation, même si, je vous le précisais, c'est pas nous qui avons choisi le terme. Méta-évaluation, ça renvoie à une méthodologie qui est peu pratiquée en France, qui est assez innovante, qui est de prendre l'ensemble des évaluations réalisées, de leur appliquer une grille de critères assez documentée et scientifique, et de faire valider l'ensemble à un moment par une expertise internationale. Donc c'est dans cet esprit-là, qui est quand même assez orienté vers une exigence scientifique, que nous avons souhaité travailler pour nous sortir de ce reproche qui est sans cesse celui des évaluations. Oui, mais d'accord, mais en fait, tout ça, tout le monde connaît les résultats, vous faites ça, mais vous... Donc, on a voulu véritablement vérifier, en fonction d'un certain nombre de grands critères classiques, d'efficacité, de qualité du travail connu, de respect des critères de l'évaluation, ce qui avait été fait sur ces 80 évaluations. Et puis, on a fait bifocus sur un certain nombre d'évaluations, en les sélectionnant de manière finalement assez prosaïque. Il fallait quand même que ces évaluations elles aient eu le temps un peu de vivre pour qu'on ait des effets, parce que la notion de temps, elle est importante au démarrage, avec un temps de l'évaluation qui doit être de 7 mois, pour assurer l'appropriation par le politique, mais elle doit quand même vivre ensuite, se dérouler, se développer dans un plan d'action où le temps reprend ses droits et où c'est très important qu'on ne bride pas la capacité à se redonner ses souplesses. Donc, courage du politique, je le souligne quand même rapidement, parce que c'est finalement, il faut tout de même le dire, de se mettre sous le regard d'une évaluation et de prendre le risque de l'expert. Il y a en France un vrai sujet qui est celui qu'on a peur finalement du regard de l'expert parce qu'on pense qu'il va décider à la place d'eux. Or, l'évaluation transformative telle que nous la préconisons, elle vise une seule chose, c'est qu'on puisse prendre des décisions qui soient bonnes. Prendre des décisions qui soient bonnes au niveau politique dans un monde très incertain avec une multitude d'intérêts contradictoires. Et arriver à cela, c'est un challenge, et un challenge sur lequel le politique, du coup, prend un risque. Et il le prend avec nous de manière assez assumée parce que la lettre de cadrage qui lance les travaux d'évaluation, elle est rendue publique immédiatement. Si vous allez sur le site du SGMAP, modernisation.gouv.fr, vous verrez, toutes nos lettres de cadrage, elles sont publiques. Elles disent ce qui est attendu de l'évaluation. Et c'est un gros travail, parce qu'on doit mettre ensemble un certain nombre de points de vue pour dire quelles vont être les cibles et quels sont les sujets qu'on ne va pas traiter aussi. Parce qu'on ne peut pas tout traiter en 7 mois, puisque c'est à peu près la durée moyenne de nos travaux. Et à partir de là, se déroule toute une méthode avec des points de rendez-vous en comité d'évaluation, avec une attention très importante sur le diagnostic. Construire des points d'accord et de désaccord, construire un diagnostic, c'est souvent une étape qui est massacrée et qui est la condition pour qu'on arrive ensuite à construire des scénarios, faire de la proposition. Mais arriver déjà à être d'accord sur un diagnostic. Sur certaines de nos évals, d'ailleurs, on s'en est quasiment tenu au diagnostic. Parce que l'essentiel était fait et qu'ensuite on pouvait dérouler de l'action, on n'avait pas tellement besoin d'aller au-delà. Mais arriver à ce diagnostic qui prennent en compte toutes les parties prenantes, ça c'est quelque chose sur lequel, vous me demandiez ce que ça avait donné, les méta-évaluations, on pense qu'on peut encore s'améliorer. On est bon pour associer, mais pas pour associer à tous les moments de l'éval. Donc il faut qu'on fasse mieux là-dessus. En revanche, un des constats de notre méta-évaluation dont on est particulièrement content, c'est que l'immense majorité de ces évaluations a été utile. Combien de rapports d'évaluation croupissent dans des tiroirs? Combien de travaux ont été menés par des gens très engagés, très convaincus, mais n'ont eu aucun impact? Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait appropriation, c'est-à-dire choix, c'est-à-dire décision de faire ou de ne pas faire, de faire et de ne pas faire, mais que les choses soient explicites et rendues publiques. Un des principes qui est fondamental et sur lesquels, là, on a vraiment fait d'énormes progrès en quelques années, c'est la transparence de nos travaux. Plus de 80% de nos évaluations ont été publiées. Et quand je dis publiées, c'est la totalité des travaux. Il n'y a pas des choses cachées. Et c'est là encore des choses que vous pouvez trouver sur notre site. Et là, dans la phase pré-élection, on a vidé certains tiroirs qui étaient encore un peu hésitants, etc., en montrant que finalement, il n'y avait pas de motif. Il n'y avait pas de motif. Donc, cette culture de l'opacité qui empêche le diagnostic, le partage et l'appropriation par les citoyens, c'est vraiment un des éléments absolument centraux de notre méta-évaluation. On souhaite évidemment que ça progresse encore, mais on pense que c'est déjà très bien. Un des sujets sur lesquels aujourd'hui on souhaite continuer à s'améliorer,
il y en a beaucoup d'autres, mais je vous cite celui-là, c'est aussi l'association des collectivités locales. Il y a une évaluation sur 2 qui associe les collectivités locales au sens où ce sont des politiques qui les concernent, évidemment, et que donc on est allé les voir, il y a eu des auditions, etc. Mais néanmoins, il faut bien dire qu'on doit pouvoir trouver aujourd'hui des sujets qui sont plus concertés ensemble dès le point de départ. On a eu 2 sujets sur lesquels on a travaillé, la gestion du bloc communal de compétences et la gestion des déchets ménagers, où là, il y a eu lettre de mission, de cadrage commune avec les élus, avec les associations représentatives des élus. Ça, c'était assez considérable, parce que finalement, c'est un accord pour progresser ensemble vers un diagnostic commun. Après, ça peut diverger sur les conclusions qu'on en tire, mais ce n'est pas le plus grave. Donc voilà, ces quelques éléments, moi, ils me donnent beaucoup d'espoir. Je pense que, 1, la culture de l'évaluation, elle a fait énormément de progrès. La méta-évaluation le démontre. 2, on a pu embarquer la totalité des ministères dans un travail d'évaluation sur leurs travaux. 3, on arrive mieux à gérer nos délais. Il faut qu'on se raccourcisse encore un peu, qu'on se mette un peu sous tension avec les équipes à qui on confie tout ça. Et 4, sur les parties prenantes, nous, on a une compétence en interne au SGMAP qui est l'écoute usagée, le travail avec les citoyens. On a un énorme travail barométrique aussi de perception, sur la perception des choses par les citoyens, les événements de vie, etc. Et tout ça, on doit sans doute le réfléchir davantage dans toutes les étapes de l'évaluation pour que ça produise ses pleins effets. C'est l'heure, j'arrête. Merci. Pierre Savignat, pour vous, qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de transformation? Puis, transformation en quoi? De quoi? Et puis, j'aimerais aussi savoir, avoir votre regard sur ce travail et l'approche que fait le F3E de l'évaluation et de cette dimension de changement, de transformation à travers l'évaluation. Juste un petit rappel, donc la Société française de l'évaluation est une association qui regroupe toute personne physique ou morale intéressée à un titre ou à un autre à l'évaluation. Et elle a 2 buts principaux, promouvoir la culture de l'évaluation et d'autre part être un lieu d'échange, de pratiques, de points de vue, de méthodes et de participer à un certain nombre de controverses. En d'autres termes, la SFE n'évalue pas. Et donc, en tant que SFE, je n'ai pas d'éléments d'empirie, si ce n'est ceux qui nous sont présentés et apportés par les divers adhérents. Pour répondre aux questions, je ferai trois grandes remarques. La première, avant de parler directement de la notion de transformation, c'est de confirmer que l'évaluation progresse. Pour autant, il faut regarder comment elle progresse et qu'est-ce que cela produit. Elle progresse essentiellement avec 2 moteurs, celui de la complexité croissante de l'action et celui de la contrainte budgétaire, avec comme trait commun de produire de la connaissance, de rechercher l'efficacité et l'efficience et d'améliorer et de transformer. C'est-à-dire que l'évaluation n'a de sens que si elle est finalisée et si elle est en tension sous une forme ou sous une autre avec l'action. Donc en ce sens, je dirais que la notion de transformation est consubstantielle à celle de l'évaluation. Sinon, on est dans la recherche, qu'on peut qualifier parfois de recherche évaluative, qui a son intérêt, mais qui n'a pas du tout le même objectif. Pour autant, si l'évaluation progresse et se diffuse largement, elle se fait avec une pluralité de visions, de finalités et de méthodes. Et de ce point de vue-là, le premier intérêt des travaux que vous avez conduits est d'apporter une contribution qui est à la fois riche dans son contenu conceptuel et appuyée sur un certain nombre de pratiques, à des débats, des discussions qui sont aujourd'hui essentielles. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on voit bien les débats qui portent sur, par exemple, l'articulation entre les approches quantitatives et qualitatives, les questions de la place des experts, qui est un mot que je n'aime pas, mais enfin, la place des experts dans l'évaluation. Il y a des évaluations qui sont strictement expertales, qui ont été conduites. Ça ne disqualifie pas forcément ces évaluations, sauf qu'après, en termes de sens et de contenu, on a des choses, et de ce que ça produit, on a des choses différentes. Donc le débat doit être ouvert, sans sectarisme, sans a priori, mais il faut qu'il soit véritablement posé, et de ce point de vue-là, vos travaux le posent. Et ça vient à ma deuxième remarque, c'est-à-dire que vous mettez le doigt et vous illustrez la nécessité, puis ce qui se passe dans la pratique, d'une articulation assez forte
entre l'action et l'évaluation. Pendant assez longtemps, du moins je parle là des pionniers de l'évaluation, je suis dans les années 80, l'évaluation était largement perçue comme quelque chose d'extérieur, un exercice en plus, quelque chose qui venait, dont on ne voyait pas très bien toujours d'ailleurs exactement à quoi ça servait. Aujourd'hui, il y a une volonté d'articuler ces deux éléments, action et évaluation, donc dans une dimension à la fois processuelle et à la fois en termes de méthodes d'évaluation, d'avoir des méthodes adaptées à la temporalité, ou plutôt aux temporalités, qui sont parfois en tension, c'est-à-dire la temporalité de l'action, la temporalité du politique au sens large, c'est-à-dire du décisionnaire, et la temporalité de l'évaluation. Deuxième élément dans cette importance de la dimension processuelle, c'est l'implication des acteurs. Alors, l'implication des acteurs, ce n'est pas seulement pour faire joli, ce n'est pas simplement une volonté démocratique. Bien sûr, c'est démocratique, ça pose bien tout, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est surtout un élément d'efficacité. Pourquoi ? Parce que une des façons de comprendre la complexité, ou du moins de l'approcher, c'est de percevoir que la complexité est le produit de jeux d'acteurs, de postures, de positions, de rapports de force, d'enjeux, de stratégies, etc. Et que le fait de décrypter ces différents jeux d'acteurs, les processus, les stratégies, les points de vue, la façon dont chacun voit les choses, est un élément qui permet ce travail de déconstruction et reconstruction que vous avez souligné dans l'introduction, et qui permet effectivement à la fois de produire de la connaissance. Pourquoi ? Parfois on se dit, mais oh là, évaluer ce que ressentent, les effets sur les usagers, on ne sait pas bien faire. Il y a une chose par laquelle on peut commencer, c'est que les usagers, on les a sous la main, donc commençons par leur demander leur avis. Et puis après, on va dérouler la pelote à partir de ça. Il y a de la matière dans la tête. Pour ça d'ailleurs que quand on parle d'experts, je pense que toute partie prenante a une capacité d'expertise, pas la même, mais qu'il faut reconnaître à l'ensemble des acteurs ces capacités d'expertise pour justement en tirer tout le bénéfice par rapport à l'action. Et l'apprentissage que vous mettez en valeur, c'est à la fois un apprentissage à la fois à réfléchir sur ce que l'on fait, un apprentissage à connaître les autres parties prenantes et une facilitation de l'acceptabilité derrière de ce qui va ressortir de l'évaluation. Troisième élément, et je vais terminer dans les temps, c'est les rapports évaluation et décision. Bon, traditionnellement, l'évaluation, on dit c'est une aide à la décision, et puis on en restait à quelques recommandations faites, etc. Et puis il y a eu des avancées en disant, Laure Labrèche en a parlé, il faut aller plus loin, il faut aussi que l'évaluation produise des scénarios, c'est des choses un peu plus robustes, un peu plus construites. D'ailleurs, quand le SGMAP a promu cette vision, ça fait crisser quelques dents dans le landerneau de l'évaluation, parce que est-ce que les évaluateurs doivent être là-dessus, etc. Il y a eu des débats tout à fait intéressants, et je pense que c'était justifié, et c'est justifié d'aller sur des scénarios. Mais ensuite, la question qui est posée, c'est qu'il faut réfléchir à la façon dont s'articule le processus évaluatif, même poussé jusqu'à des scénarios construits, et le processus de décision. Et je pense que c'est une des choses sur lesquelles vos travaux nous amèneraient à les approfondir et à les poursuivre, c'est de réfléchir à comment peuvent s'articuler les processus évaluatifs, aussi aboutis soient-ils, et le processus de décision, parce qu'il y a à la fois de la continuité et de la rupture, dans la mesure où la décision, elle va être aussi contingente de facteurs qui ne sont pas forcément propres à l'évaluation, et notamment de facteurs externes, de facteurs de géopolitique, des facteurs politiques, etc. Voilà. Merci. Merci pour ce regard. On va continuer un petit peu notre chemin dans ces différents regards. Martina Ratner, vous avez mené pour le compte de l'UNESCO l'évaluation des mécanismes de coordination globale et régionale de l'éducation pour tous. Quel changement cette évaluation a-t-elle permis de mettre en œuvre pour la conduite de l'ODD 4 ? Parce que je crois qu'il y avait, c'était dans cette perspective que vous vous êtes positionné. Oui, merci beaucoup. En fait, je voulais commencer avec un concept un peu différent parce que à l'UNESCO, parfois, c'est très difficile à démontrer un impact social sur la société directe. Nos interventions sont souvent, surtout sur le niveau politique, au système, je parle par exemple de l'éducation.
Et du coup, pour établir le fait de travail de l'UNESCO sur les élèves à l'école ou sur leur futur, c'est un chemin très long. Et du coup, ça prend parfois des générations qu'un changement d'une politique d'éducation pourra être mesuré dans l'impact sur le bénéficiaire final. Du coup, pour nos évaluations, on n'a pas de moyens de faire des évaluations sur l'impact dans cette échelle-là. Et on utilise souvent qu'on appelle la théorie de change. C'est un concept d'évolution d'une intervention et de différentes étapes de résultats qui vont amener dans des différentes phases du projet. Ça peut être très, très complexe, mais ça permet de comprendre quelles sont les assumptions, quels sont les challenges, et quelles sont en fait les différentes mesures qu'il faut prendre pour que cette intervention a effectivement les résultats qu'on souhaite. Dans l'exemple de l'évaluation de la coordination des mécanismes de l'éducation pour tous, c'est une évaluation qui a un potentiel de transformation très ample. Et l'éducation pour tous, c'était un projet de l'UNESCO qui a permis de toujours souligner certains aspects de l'éducation au niveau des qualités, de l'équité sociale, des égalités de genre, des inclusivités. Mais comme l'évaluation a montré, ces aspects ne sont pas toujours arrivés dans les politiques nationales des États membres, parce qu'il y avait aussi une agenda qui était parallèle de OMD de l'éducation qui était plutôt ciblée sur l'éducation primaire. Et l'UNESCO avec éducation pour tous, ça veut dire c'est l'éducation préscolaire, l'éducation des enfants, l'éducation des adultes, l'éducation professionnelle, c'est toute l'échelle de l'éducation qui a aussi cette connexion de éducation tout au long de la vie. Et avec de fortes plaidoyers de l'UNESCO et des coopérations internationales avec la communauté internationale dans le secteur de l'éducation, l'UNESCO a réussi de faire entrer ces concepts dans la définition de l'ODD 4, c'est l'objectif de développement durable de l'éducation, et c'est apporter ces éléments qui étaient très dans le cœur de le mandat de l'UNESCO, qui sont maintenant devenus l'objectif en fait de la communauté internationale de l'éducation. Par contre, au niveau de financement, il y avait aussi été montré de cette évaluation que pendant l'éducation pour tous, l'UNESCO n'a pas réussi de directionner le financement dans ce thématique qui était dans le mandat de l'UNESCO, mais le financement était plutôt directionné vers l'éducation primaire pour tous, et c'était un peu une opportunité ratée, parce qu'avec la concentration seulement sur l'éducation primaire, l'éducation ne pourra pas contribuer à la société suffisamment s'il n'y a pas un suivi de l'éducation primaire, s'il n'y a pas une concentration aussi sur l'éducation secondaire et tertiaire, et aussi sur l'éducation professionnelle et technique.
cette évaluation a aussi montré que les mécanismes de coordination, qui sont des réunions de haut niveau et aussi des mécanismes de relier le niveau régional et national qui travaillent sur les thématiques d'éducation pour tous, ou maintenant pour le ODD, qu'il y avait des déconnexions, que parfois les objectifs de niveau très haut, ils ne sont pas vraiment traduits au niveau régional ou au niveau national. Et ça peut porter une incompréhension et les objectifs, ça devient moins pertinent au niveau national ou local. Et finalement, un autre aspect qui était très clair sorti de cette évaluation est que l'UNESCO, qui soit pour éducation pour tous, mais aussi pour ODD, elle a été demandé de faire une coordination, une guide lead. J'ai perdu le mot en français, de prendre le leadership pour cet objectif. Et en faisant ça, parfois, on a négligé notre autorité intellectuelle, et l'UNESCO qui, effectivement, surtout dans les dernières années, a vu diminuer les ressources significativement. On n'a plus de ressources pour faire beaucoup de recherches et pour affirmer aussi le leadership intellectuel au niveau de l'éducation. Et on s'est rendu compte à travers cette évaluation qu'il fallait plus chercher de faire nécessairement les recherches, mais et pas d'être en compétition avec des universités, des centres de recherche qui ont les moyens de le faire, mais plutôt de coopérer, de chercher d'influencer les agendas, qu'à la fin de la journée, l'UNESCO pourra utiliser les résultats de ces recherches pour diffuser et pour le présenter à ses États membres. Et du coup, on a pris ça comme un exemple parce que c'est une évaluation qui a un potentiel très large d'influencer les agendas, les politiques de tous les États membres dans le secteur de l'éducation, et aussi pour la communauté internationale, toutes les agences des Nations Unies qui travaillent sur l'éducation, mais aussi tous les ONG. Il y a une coordination partagée qui a été proposée de cette évaluation. Ça veut dire qu'au lieu que l'UNESCO prenne le leadership et veut coordonner toute l'agenda, c'est plutôt, il faut établir un système coordonné que chacun de ces acteurs prend un rôle et une responsabilité, et qu'on peut coordonner ensemble et chercher d'arriver à faire de progrès pour l'atteindre de ces objectifs de haut niveau. Merci Martina. Alors on voit déjà, avant que je passe la parole à Guy Coquille, on voit déjà se dégager un certain nombre de choses sur les organisations, sur les questions de temporalité, et sur les questions de temporalité, et sur aussi le besoin, je vais dire, d'élargir le cercle des parties prenantes de l'évaluation. Enfin, c'est quand même des choses assez récurrentes, quel que soit le niveau auquel on se situe, et y compris au niveau, j'allais dire, macro des politiques publiques. On voit bien ce besoin vraiment d'élargir les parties impliquées dans l'exercice. Pour terminer ce premier tour de table sur cette première question, je voulais demander à Guy Coquille un petit peu, lui, quelle acceptation il avait de l'évaluation transformative. Et puis, quels sont les types de changements que l'on peut attendre de l'évaluation. Et enfin, pour terminer, peut-être un troisième point, mais est-ce que cette réflexion que nous avons aujourd'hui est franco-française, ou est-ce qu'au sein de l'espace francophone de l'évaluation, on a des approches homogènes, divergentes de cette question-là? En 5 minutes.
Non, mais on a vu que la contrainte de temps était une contrainte qui s'appliquait structurante. Écoutez, et génératrice d'innovation. Alors, on va essayer. C'est un vrai challenge que d'arriver à comprendre quelle est l'articulation entre l'évaluation et le changement. D'une part, parce que le changement est de diverses natures et que les évaluations sont de diverses natures et portent sur des objets différents. Donc, il faut poser cela comme il n'y a pas de réponse unique à cette question et on pourrait dire quelque chose et son contraire suivant ce que l'on prend. De mon point de vue, pour entrer dans cette problématique, j'aurais envie de dire que si on se pose la question, ce qui est bien dit dans votre rapport, des finalités de l'évaluation, pourquoi on évalue ? En fait, dans mon expérience française et francophone, j'en suis venu à identifier 3 raisons fondamentales qui renvoient à 3 logiques d'évaluation. La première logique, c'est celle de faire la preuve. Faire la preuve, soit de la mise en œuvre, c'est déjà quelque chose d'élémentaire, le rendu compte, le reporting, soit faire la preuve de l'efficacité. Et c'est ça que l'on retrouve derrière les théories de l'évaluation d'impact. Et faire la preuve, en fait, c'est la demande primaire des financeurs et des décideurs. Si on regarde dans le monde francophone, si on regarde l'Afrique, par exemple, les politiques publiques africaines sont financées à, je ne sais pas, à 80-90%, sinon davantage, par des bailleurs internationaux. Les fonds structurels en Europe financent aussi une part importante de l'action publique au niveau des territoires. Et on comprend bien que les financeurs demandent des preuves et que l'on essaye pour cela d'apporter des éléments objectifs que l'on appelle scientifiques. Et je voudrais attirer quand même votre attention sur ce terme qui a fait l'objet d'un hold-up méthodologique. Le scientifique ne se limite pas à l'évaluation expérimentale ou l'évaluation dite d'impact. Il y a diverses sciences, comme certains l'ont dit ce matin. Et faire la preuve, ça rassure. Et faire la preuve aussi, c'est la logique d'essayer de maîtriser la dépense. Donc, c'est de bonnes raisons de faire de l'évaluation, de rendre compte, de maîtriser, de faire la preuve. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de produire du changement. Je dirais même que dans ce modèle 1, la finalité de l'évaluation n'est pas de produire du changement. Donc je passerai au modèle 2 et au modèle 3. Le modèle 2, qui a été évoqué par Oumou tout à l'heure, c'est celui de l'amélioration. Le changement est évalué, c'est contribuer à de l'amélioration de l'action publique. Alors ça a été évoqué tout au long de ces 2 jours, ça a été évoqué par l'ordre de la Bretèche en disant c'est déjà arriver à prendre les bonnes décisions et donc l'évaluation non seulement pour éclairer mais orienter la décision. Ce que Pierre a évoqué en disant mais ce n'est pas uniquement l'action ou les résultats, c'est aussi le processus d'évaluation. Donc on a une évaluation qui vise à comprendre comment ça se passe, pourquoi ça marche pas, comment on pourrait faire mieux. Et c'est une évaluation aussi, et que l'on voit beaucoup sur les territoires depuis quelques années, qui vise en fait à améliorer le pilotage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'évaluation, à la limite, faire la preuve ou pas que ce soit efficace, c'est peut-être pas l'essentiel, c'est peut-être pas ça qui produit du changement. Par contre, comprendre comment ça se passe, pourquoi ça marche pas, pour que ça marche mieux demain, c'est peut-être au moins une utilité aussi importante de l'évaluation. Et celle-là est un peu moins développée, je pense, parce que, effectivement, les commanditaires d'évaluation sont plutôt sur le modèle 1 que sur ce modèle 2, où la participation des acteurs, notamment, dont on parle beaucoup mais que l'on fait peu, est un élément élémentaire pour améliorer le processus de l'action publique, et que ce soit les acteurs bénéficiaires ou les acteurs qui sont les intervenants de l'action sociale. Si les acteurs ne s'approprient pas le processus d'action publique, il est difficile de l'améliorer. Et il y a, je dirais, un changement de type 2 qui renvoie à un modèle 3 de l'évaluation, qui est l'évaluation pour produire du changement. Je ne dis pas l'évaluation qui produit du changement, mais l'évaluation comme levier de production du changement, ce qui est beaucoup moins commun. À mon avis, cela vaut moins pour les politiques publiques, et encore, que pour l'action proche des projets de terrain. Dans ce sens-là, l'évaluation pour produire du changement, en fait,
la question se pose tout de suite, c'est quoi le changement et comment on produit du changement? Et je vous renvoie aux interventions de Patrick Viveret hier concernant la valeur, concernant les représentations sociales, concernant les systèmes d'intérêt, et le bien-être ou le mal-être, le bénéfice et le maléfice. Et produire du changement, c'est faire bouger les lignes dans ces systèmes de valeurs et de représentation sociale. Et voyez bien que c'est ni la mesure économétrique, ni l'analyse des processus d'organisation qui sont les garants les plus évidents de cette production de changement. Là, ça veut dire impliquer l'ensemble des parties prenantes, les impliquer, mais pas seulement les impliquer, les faire débattre non seulement de l'action, mais du pourquoi de cette action, du sens de cette action, et vérifier que cette action et que cette volonté est convergente. Or, un des problèmes majeurs, à la fois des politiques publiques, et ça a été dit par plusieurs des membres de la table ronde, mais aussi des projets, c'est le fait qu'il y a plusieurs acteurs concernés. Il y a plusieurs partenaires institutionnels, plusieurs partenaires financiers, plusieurs types d'acteurs et voire de bénéficiaires. Et si on veut produire, que l'évaluation produise du changement, et même parfois utiliser l'évaluation comme vecteur de changement, j'y viendrai dans la deuxième question, eh bien, ça veut dire en fait faire porter l'évaluation non seulement sur les activités, parce que le type numéro 1, la philosophie numéro 1, l'objet de l'évaluation, c'est les activités, c'est les programmes. L'objet numéro 2, sur améliorer, c'est plutôt les processus. L'organisation, et c'est là qu'on a la théorie du changement qu'évoquait Martina, on a comment améliorer la consistance, la cohérence interne d'une action publique, et c'est très important. Et l'objet numéro 3 porte davantage sur le projet. On n'a pas assez parlé de projet, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il y a un lien étroit, et même consubstantiel, entre la logique du projet et la logique d'évaluation. Pas de projet, pas d'évaluation. Et on le voit très bien, d'ailleurs, même au niveau des collectivités territoriales, celles qui ont des projets et qui font de l'évaluation pour piloter leurs projets, c'est idem pour les ONG, et celles qui n'ont pas de projet et qui n'ont pas besoin d'évaluation, à vrai dire. Merci. On a commencé donc à mettre un pied dans la deuxième question, sur les leviers du changement. Madame de la Bretèche, est-ce que pour vous vous retrouvez un petit peu dans ce qu'a commencé à ébaucher Guy Coquille, et qu'est-ce qui fait, selon vous, à votre niveau, sur le niveau d'intervention qui est le vôtre, que les évaluations, quels sont les facteurs qui font que les évaluations peuvent être transformatrices? Parce que tout à l'heure, vous disiez aide à la décision, on continue pas, mais ça peut être aussi on fait autrement. Donc, pour vous, quels sont les leviers pour que les évaluations puissent être transformatives au niveau, porteuse de changement, au niveau des politiques publiques? Peut-être que je ne suis pas assez savante pour bien comprendre toutes les distinctions, mais vu d'un point de vue qui est celui de l'administration au service d'un projet de gouvernement et au service des citoyens que ce projet de gouvernement doit lui-même servir, s'il y a un distinguo subtil entre la décision et l'impact, on a un vrai problème. Mais un vrai problème. Donc il faut absolument que l'évaluation, elle soit la voie qui trace effectivement de la réaffirmation d'une vision que la lettre de cadrage nous permet de faire en redisant quels sont les objectifs qu'on cherche à poursuivre et les moyens qui ont été mis à disposition et qu'on se propose d'évaluer. Ça peut remonter jusqu'aux objectifs, mais pas toujours. A priori, l'éducation nationale, elle a quelques objectifs assez clairs. On peut prendre en sous-partie de politique, mais les transformer, c'est pas forcément la priorité. En revanche, effectivement, il faut aller jusqu'à l'impact. La rupture démocratique qu'on a aujourd'hui quand même sur le fait que les gens ont le sentiment que peut-être qu'on décide, mais qu'ils n'en voient pas vraiment les effets dans leur vie quotidienne, si les évaluations de politique publique ne sont pas intensément tendues à résoudre cette difficulté-là, elles perdent une opportunité. Quand je disais tout à l'heure que pour un ministre, lancer une évaluation de politique publique, c'était prendre un risque, c'est le risque d'avoir des conclusions, des propositions qui ne sont pas forcément celles auxquelles il avait a priori pensé, parce qu'on a tous un avis sur tout. Prenez l'éducation nationale, tout le monde peut être ministre de l'éducation nationale.
mais enfin au sens où chacun se sent des velléités. Mais en revanche, c'est aussi créer justement cette dynamique dans la stratégie d'évaluation qui fait que l'évaluation n'est plus vue comme un risque, mais comme une opportunité. Créer l'évaluation comme une opportunité de mieux piloter ce que l'on a à faire et donc de mesurer vraiment l'impact de sa décision de bout en bout, ça me semble assez prioritaire. Donc oui, bien sûr que l'évaluation de politique publique, elle va être là pour produire du changement, mais pas le changement pour le changement. Le changement pour que la politique ou le dispositif ou le projet qu'on a réponde mieux aux attentes et aux besoins des citoyens. Donc je suis assez peut-être bornée dans l'approche, mais honnêtement, si on arrive à faire ça, voilà, on aura quand même répondu à beaucoup d'attentes. Je peux l'illustrer juste par une évaluation qui a été développée au SGMAP. Enfin, on l'a appuyé en tout cas, c'est sur le décrochage scolaire. Énorme problème, puisque perte considérable de chance, risque majeur de parentalité, risque majeur social, risque emploi, risque... Bref. Et puis, décrédibilisation de l'institution scolaire, en plus. Donc, vrai sujet d'intérêt général. Et le constat, finalement, que tout le monde, là où il est, peut se sentir concerné. Les professeurs, les parents, les communes, par le décrochage scolaire et ses conséquences, mais qu'il manquait effectivement l'élaboration d'une politique d'ensemble. Donc, gros travail de diagnostic, gros travail d'évaluation de ce qu'il a fallu faire, avec des focus group. Donc, on a écouté de manière très approfondie des parents, des professeurs, la communauté éducative, les gens qui sont plus sur le travail et les missions locales, etc. Et puis, au sortir de là, un certain nombre de scénarios, l'engagement à très haut niveau de la ministre, c'était déjà Madame Vallaud-Belkacem qui était en fonction, sur le suivi qui serait fait des options dont elle avait choisi de les mettre en œuvre, et puis ensuite, mise en œuvre d'un comité de suivi sur lequel nous, on a aussi accompagné le plan d'action. Donc on a fait un peu du bout en bout, mais si vous voulez, là, puis là, on a eu, enfin, il y a des résultats qui sont très, très transparents, très publics. La cible que se proposait le président de la République, qui était de diminuer le taux de décrochage scolaire de plus de 50%, n'a pas été atteinte, mais à la fin de l'année, on sera quand même à 40-45%. Bon. Voilà. Là, on a un processus d'évaluation avec une vraie difficulté de politique à créer, à traiter, et donc du bout en bout. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on se pose des questions trop subtiles, non pas que ça ne soit pas intéressant, mais on a une urgence. On a une urgence à faire en sorte que l'évaluation devienne une respiration de l'action publique, une exigence que les acteurs ont eux-mêmes, parce qu'il y a toujours un dérapage, ce que je vous disais sur l'accélération, il y a toujours le risque qu'à un moment, on soit en train de partir à côté de la priorité des citoyens, pas par mauvaise volonté, mais par une forme d'entraînement de la structure sur elle-même, des habitudes qu'on a créées, des collectifs qu'on a créés. On passe à côté d'un certain nombre d'acteurs qui sont devenus majeurs et qu'on n'a pas vu émerger. Donc c'est cette exigence finalement, effectivement, profondément démocratique, d'appropriation par le plus grand nombre et de vérification des objectifs et de l'atteinte des objectifs. Et je crois qu'effectivement, c'est un enjeu qui aujourd'hui est identifié, mais qui est très exigeant, parce que ça demande du coup de ménager du temps pour cela, de l'insérer du coup dans des stratégies où il faut aussi attendre du coup les conclusions de l'évaluation. Il faut voir ça. Quand vous avez des citoyens face à vous qui exigent le changement, c'est tout de suite l'évaluation, même maîtrisée dans ses délais, même si ça n'est pas une évaluation qui va prendre 2 ans, ou elle a des temps minimaux, elle a des angles morts. Et puis, il y a un autre sujet qui est majeur, c'est sur quelles données on travaille, dont on a peu parlé, mais vous le connaissez bien. Nous, on a connu des expériences d'objets évaluatifs qui étaient vraiment des belles choses, des politiques publiques qu'on avait envie de mieux connaître, mais on n'a pas eu les données pour les traiter. Donc il faut constituer aussi, c'est-à-dire que ça veut dire que dans cet esprit de l'évaluation,
on doit constituer aussi dès le départ la capacité de partage d'un matériau évaluatif. Ça aussi, c'est majeur. Partager, parce que la redevabilité que les associations savent avoir vis-à-vis de ceux qui les financent, c'est une chose, mais de toute façon, c'est l'objectif final de l'amélioration qui va compter. Donc la capacité de vision partagée, y compris sur des données brutes que d'autres vont mieux travailler que nous. Savoir distribuer la donnée pour en retirer après des fruits. Je pense que l'étape dans laquelle aujourd'hui on est rentré, c'est aussi celle-là, c'est-à-dire travailler vraiment sur les datas d'une manière nouvelle qui viennent enrichir fortement l'évaluation et aider au partage de ces stratégies. Voilà, j'ai peut-être pas complètement répondu à votre question. Merci madame. Non mais je pense tout à fait intéressant on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les questions de la salle tout à l'heure, mais cette notion de construire la donnée, la capacité de partager cette donnée pour permettre aux acteurs d'être partie prenante de l'évaluation est un véritable enjeu. Et je pense que quel que soit le niveau auquel on se situe, qu'on travaille au niveau du territoire ou qu'on travaille au niveau d'une politique publique. Enfin, on est là sur une question, je pense, qui nous interpelle tous. Madame Ratner, oui. Est-ce que vous nous avez parlé tout à l'heure de l'évaluation de l'éducation pour tous et vous avez dit qu'elle avait eu des effets transformatifs. Mais qu'est-ce qui a fait, quelles ont été les raisons ou les conditions sur lesquelles vous avez travaillé pour que justement cette évaluation puisse se traduire par des changements concrets dans l'organisation même, dans vos partenariats, dans vos relations avec la recherche? Voilà, qu'est-ce qui a déclenché le basculement entre le constat, quelque part, et la mise en œuvre de changements qui concernent des choses assez profondes dans votre organisation? Oui, je veux peut-être parler un peu plus en général, parce que cette évaluation, elle est encore assez récente, et le changement est en train d'initier. Et je vais faire référence sur certains points, mais je voulais un peu plus généralement, on a constaté à l'UNESCO que quelquefois on fait des évaluations sur un programme et on regarde une évaluation de quelques années en avant et on se rend compte que les recommandations sont presque les mêmes. Pourquoi ? On a beaucoup réfléchi sur ça au niveau de l'UNESCO, mais aussi il y a beaucoup de groupes de réflexion au niveau des Nations Unies, la UNEC, la groupe d'évaluation de toutes les agences. Et on a fait de groupes de travail pour comprendre comment on peut améliorer sur ce point. Parce qu'effectivement, si une évaluation n'est pas utilisée, c'est presque inutile, c'est dommage, c'est une opportunité ratée. Du coup, on a élaboré quelques éléments qui sont très importants et surtout, il faut réfléchir et être consciente de la probable ou de la potentielle utilisation avant de faire même le terme de référence d'une évaluation. On doit être très clair et très précis parce que ça va définir les questions qui vont être posées. Ça va aussi définir le timing, quand elle doit être prête, et le bon momentum que le réflexion, les recommandations sont applicables. Si une évaluation, elle arrive trop tôt et les décisions sont déjà trop tard et les décisions sont déjà prises, c'est dommage. Si elle vient mener trop tôt, peut-être le programme n'a pas encore eu le temps nécessaire pour démarrer, pour montrer des résultats, et ça peut donner aussi des informations ou une cadre pas réaliste de potentiel d'un programme. Un autre élément qui a été déjà évoqué aussi par des collègues est l'implication des parties prenantes dans tout le processus. Et moi, quelquefois, je crois que le processus de l'évaluation est presque plus important ou plus transformant que le rapport final qui va être présenté, parce que c'est le change et poser des questions, réfléchir, être consulté. Ça fait vraiment des changements de pensée, auto-réflexion, de mettre en question. Et ça, ce sont le levier de transformation et de changement. Et ces changements commencent pendant le processus de l'évaluation. Et pour que ça advienne,
c'est très important que l'évaluation est de bonne qualité, que la méthodologie est solide, que les questions sont pertinentes et que aussi la méthodologie de récolte de données, que c'est vraiment ça donne de l'évidence qui peut être montrée à travers de chiffres et à travers des exemples de qualité. Et c'est très important d'utiliser le bon critère de l'évaluation et aussi d'aller plus loin de critères d'évaluation classiques, la pertinence, l'efficacité, l'impact, la soutenabilité, mais aussi, surtout aussi dans le concept de ODD, de regarder quelles sont les inégalités potentielles qui sont cachées dans ces chiffres, ou quels sont les effets sur les différentes chambres, quelles sont les inégalités sociales et quels sont les groupes concernés. Est-ce qu'il y a des différences à l'intérieur du groupe? Il y a beaucoup de critères qui ne sont pas des critères classiques ou des critères qu'on utilise pour chaque évaluation, et on peut vraiment se concentrer sur ce qui est plus pertinent sur un certain sujet. Et ce qui est aussi beaucoup souligné dans l'évaluation aux Nations Unies, c'est effectivement l'évaluation qui est culturellement sensible. Ça veut dire aller plus profondément dans le contexte dans lequel une intervention est placée, et de se demander que, par exemple, la même intervention dans un autre contexte pourrait avoir des effets complètement différents. Et on a parlé un peu hier aussi de ce problème. Un autre aspect très important, c'est en fait la communication et la diffusion, mais pas seulement des résultats de l'évaluation, mais la communication déjà pendant le processus de l'évaluation, d'alerter tout le potentiel partie prenante que c'est un projet qui est en cours, qu'on est sûr de consulter toutes les parties prenantes qui sont intéressées, et aussi déjà donner de petites informations sur le processus et sur les résultats préliminaires pour créer un momentum, pour créer un intérêt. Et c'est par exemple aussi à l'UNESCO, on a le secrétariat, on a les États membres, on a le bureau hors siège. Il y a beaucoup de réseaux de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est vraiment c'est une organisation, mais en vérité, c'est une grande réseau on a de UNESCO Chair qui sont à l'université, on a des écoles associées, on a des clubs, on a beaucoup de comités intergouvernementaux sur les thématiques spécifiques. Il y a vraiment, c'est un réseau énorme, et plus qu'on peut aussi communiquer avec ces réseaux, plus les résultats de l'évaluation seront aussi absorbés ensuite. On a aussi déjà évoqué la valeur de la méta-analyse. Par exemple, nous, quelquefois, on a essayé, au lieu de faire toujours des évaluations sur le même sujet, de prendre des évaluations de l'UNESCO, mais aussi des autres organisations qui ont déjà fait des évaluations sur un sujet. Par exemple, dernièrement, on a fait une synthèse, une revue des évaluations de politique des enseignants. Et on a trouvé, c'est très intéressant parce que ça donne des leçons qui sont sur un niveau plus élevé et qui peut être relevant, pertinente que pas pour l'UNESCO, mais pour beaucoup d'autres organisations qui travaillent sur ça. C'est les ONG, les autres organisations qui sont actives dans l'éducation, et aussi pour les administrations nationales. Le suivi de l'évaluation, c'est aussi très important, et surtout à l'UNESCO,
pendant une période, on n'a pas vraiment comme unité de l'évaluation, on ne peut pas forcer que les recommandations soient suivies. Et on a réfléchi qu'effectivement, il faut le faire encore plus transparente et que la pression, ça ne peut pas venir de l'unité de l'évaluation, mais ça doit venir du management de l'organisation, des États membres, les organes gouvernatifs de l'UNESCO, qui voient qu'il n'y a pas de progrès sur certaines recommandations qui sont très importantes sur des thématiques. Et un dernier point, c'est en fait le renforcement des capacités d'évaluation, soit dans l'organisation, mais aussi dans tout l'administration nationale, pour que l'évaluation et la valeur et l'utilisation de l'évaluation peut être comprise si on a peut être mieux comprise si on a aussi une notion et de capacité d'évaluation dans les différentes chez les différents acteurs. Ça c'est un peu D'accord, merci. Donc on voit bien qu'il y a là toute une série d'éléments que vous considérez comme nécessaires qui vont effectivement de la qualité des données. On a parlé déjà de ça tout à l'heure un petit peu avec le SGMAP. On a toute cette dimension aussi de communication, appropriation à la fois des éléments et aussi des recommandations, avec le partage et le suivi de ces recommandations. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises, c'est aussi la montée en puissance et le partage au sein, en tout cas pour ce qui concerne l'administration, de cette culture de l'évaluation à tous les niveaux, à tous les étages des organisations et des différents réseaux. Madame Battal, pour vous, quelles conditions faut-il mettre en place pour que l'évaluation débouche? Alors vous parlez souvent de l'approche développement, sur une approche transformative ou de développement. Qu'est-ce qui vous paraît important? On va dire que je pense que la synthèse que Martina vient de faire, il est difficile d'y ajouter quelque chose. Et je vais parler enfin de l'évaluation du développement parce qu'elle rentre un peu, on va dire, dans le décor, et je dirais pourquoi. À mon avis, elle ne constitue pas une approche exceptionnelle en soi, mais dans les pays en développement, évidemment, c'est un langage qui est usité, et il y a une certaine raison. Je pense que Guy a élaboré ça un peu au début en disant que les politiques publiques en Afrique sont financées à 80-90% par les fonds de l'aide publique au développement. Je ne connais pas le niveau, et je pense que les situations sont un peu différentes selon les pays. Mais c'est largement vrai, et ceci explique un peu pourquoi on parle d'évaluation de développement. Je vais juste ajouter au schéma que Martina a élaboré la volonté politique. Je n'ai pas entendu parler de la volonté politique. Je pense que c'est un levier absolument important pour que les évaluations soient destinées, en fait, soit utilisé. On a parlé d'agenda politique, et je pense que c'est Madame voilà, je m'excuse. Donc, qui a expliqué qu'elle ne comprenait pas très bien pourquoi on fait cette dichotomie, parce que lorsque l'évaluation sort des preuves, c'est évident qu'il faut les utiliser. La réalité, en tout cas dans le monde du développement et de toute façon dans les politiques publiques de façon générale, est que ce qu'on appelle la politique basée sur les preuves, elle est largement questionnée, et un certain nombre de bonnes preuves existent qui n'amènent pas nécessairement à des changements de politique. On voit ça tous les jours et on voit ça de plus en plus. L'actualité récente, je pense, pointe à ces choses-là. Et donc je parlais de la volonté politique, et la grande question ici, c'est d'amener les décideurs à avoir la volonté de commanditer et de s'engager dans des évaluations. Vous l'avez dit, il faut du courage pour
entreprendre certains exercices d'évaluation. Et en même temps, on peut se demander quelle est la motivation pour un décideur politique qui peut-être vise les prochaines élections d'engager l'évaluation d'un programme qui, éventuellement, pourrait remettre en cause certains résultats. Et donc là, toute la difficulté, c'est justement de faire la preuve ou de faire la motivation qu'il est politiquement porteur de démontrer qu'il y a des politiques qui font des résultats. Donc ça, c'est un grand défi. L'autre élément que je voulais ajouter à ce schéma, c'est il me semble que l'importance de l'unité d'évaluation détermine aussi ce qui va changer. J'ai essayé de l'expliquer un peu dans la première partie. Selon qu'on évalue un projet, évidemment, le changement qu'on vise, c'est au niveau des comportements, au niveau des attitudes, les fameuses enquêtes CAP que vous connaissez. Si l'évaluation porte sur un niveau un peu plus méta, au niveau sectoriel, c'est des politiques, des lois, des règlements. Et si on vise des transformations sociales à un niveau, on va dire, agrégé, l'évaluation devrait porter sur des programmes de développement. Je donne l'exemple dans les pays les pays en développement, l'histoire des programmes de réduction de la pauvreté qui maintenant ont changé de nature, évoluent vers les programmes on va dire de croissance, etc. L'évaluation devrait porter sur ces programmes-là. Or, donc là, je rentre maintenant dans l'expérience de pourquoi on parle d'évaluation de développement. L'évaluation porte beaucoup moins sur ces politiques-là et davantage sur les projets et les programmes que les bailleurs de fonds portent parce que justement, c'est eux qui les financent. Alors, pour moi, la question essentielle qui peut-être règle le problème de l'évaluation pour être un levier d'apprentissage, c'est que le système d'évaluation doit régler la démarche et l'utilisation et on va dire la politique d'évaluation. Quand je parle de système, c'est aux différents niveaux. Au niveau organisationnel, mais aussi au niveau du pays. Et puisqu'on parle de développement, le développement se mesure au niveau de la qualité de vie des citoyens. Ça veut dire que ces pays-là doivent disposer d'institutions, doivent disposer de politiques nationales d'évaluation. Alors, je ne sais pas si dans les pays du Nord, il y a l'équivalent de politique nationale d'évaluation, on en parle souvent, mais en tout cas, il y a un mécanisme, un système qui gère ce qu'on doit évaluer, les questions d'évaluation, à quel rythme, etc. Ça, c'est une première conditionnalité. Et puis, tous les éléments que Martina a évoqués, une minute, tous les éléments que Martina a évoqués, que donc je vais citer rapidement, l'évaluation doit avoir pour objectif de porter le changement. L'exemple que je vais donner ici, une évaluation à laquelle j'ai participé pour le compte de l'UNESCO, qui était un peu une évaluation diagnostique et prospective pour accompagner justement un certain nombre de changements que l'institution s'apprêtait à faire. Est-ce que cela a apporté un changement ou pas? Je n'ai pas pu témoigner, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé dans la première phase, parce que justement, le rôle des évaluateurs que nous étions s'est arrêté à la remise du rapport et aux conclusions et aux recommandations. Peut-être Martina pourra témoigner pour nous dire si cette évaluation a apporté des changements. Donc l'évaluation doit déjà avoir le changement comme objectif. Les acteurs, on en a parlé. Qui sont les acteurs de changement? Les décideurs politiques, c'est eux qui décident. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui sont très importants. Si on est dans un espace démocratique où la revendication sociale s'exprime, et de plus en plus, tous nos espaces, même dans les pays en déficit démocratique, se démocratisent, on va dire, parce que la revendication sociale s'exprime, et c'est aussi un levier de changement. Tout simplement, seulement il faut regretter que l'évaluation ne les implique pas toujours aux différents niveaux. Et enfin, donc, on a parlé de la qualité de l'évaluation, je vais terminer par là.
Il y a la qualité pour assurer la validité interne, c'est-à-dire qu'il y ait de bonnes données, etc., une bonne démarche. Il y a aussi ce qu'on appelle la validité externe, et c'est là où je cite à nouveau les synthèses d'évaluation, parce que de plus en plus, on se pose la question de est-ce qu'on va se baser sur une étude isolée pour comprendre qu'une action de développement est pertinente, elle fait des résultats qu'on peut la répéter ailleurs, et de plus en plus, on s'achemine vers les synthèses, c'est ce que vous avez appelé les méta-évaluations, que d'autres appellent des synthèses d'évaluation. Et puis enfin, la communication, parce que le résultat est là, il faut le communiquer sous une forme digeste et au public qui sont en mesure de porter le changement. Donc je pense que c'est à peu près ce que Martina avait décliné. Voilà. Alors, merci Madame. Pierre Savigna, on a entendu dans ces échanges, entre autres, parce que quand même ils sont très riches, que le processus même d'évaluation, le dispositif d'évaluation participe à la capacité transformative porteuse de changement de l'évaluation. Est-ce que vous avez cette opinion? Est-ce que vous rejoignez cet avis? Et quels sont les autres leviers qui vous paraissent significatifs ou les plus importants pour qu'une évaluation puisse porter de la transformation, du changement? Je pense que le changement, il n'est pas le produit de l'évaluation, il est le produit des acteurs et des positions. Et je pense que si on parle notamment d'évaluation processuelle, on est dans une contribution au changement. C'est-à-dire que l'évaluation est un outil, le processus évaluatif est un outil qui permet, à travers ces grands objectifs de connaissance, d'analyse, d'appréciation, construction de scénarios, par sa méthode et notamment l'implication des acteurs, des différents acteurs, par la mise en débat des différentes positions. Alors, non pas forcément pour chercher un consensus, ce n'est pas l'objet, mais au moins pour rendre les débats audibles. Ça peut-être rappelle quelque chose de très récent, le fait d'avoir des débats audibles, c'est-à-dire on peut ne pas être d'accord, mais autant essayer de se comprendre, et de comprendre où sont les désaccords, et pouvoir progresser. La controverse naît toujours, la bonne controverse naît toujours quelque chose. Donc, de ce point de vue-là, on contribue à du changement, à modifier les choses, et y compris le processus évaluatif en lui-même commence à modifier les choses. C'est-à-dire que quand on implique des opérateurs, quand on implique des bénéficiaires dans le processus évaluatif, ils n'attendent pas forcément la fin du processus pour commencer à réagir différemment, à comprendre autre chose, à s'ouvrir. C'est la même chose quand on construit un projet stratégique. On a ce même phénomène. Donc c'est une contribution au changement. Reste que derrière, moi j'ai noté les mots là, résultat, effet, changement, preuve, montrer, démontrer, mais quel contenu on donne à ça? C'est-à-dire que la question du changement ou de la transformation, elle est aussi contingente. Je veux dire que, est-ce que tout changement est souhaitable? Quel œil critique on porte là-dessus? C'est-à-dire que je pense qu'on manipule des notions, et c'est normal de le faire, mais il faut aussi construire et déconstruire les concepts pour pouvoir progresser. C'est-à-dire, le changement, c'est quoi? C'est le meilleur ou le moins mauvais compromis possible à un moment donné. Sur quels critères on va pouvoir l'apprécier ensuite? Parce que l'évaluation est un processus itératif. On évalue, ça produit quelque chose, et puis à un moment suivant, on va évaluer ce que ça produit. Est-ce que dans le fond, c'est pas une science exacte, si tant est qu'il y ait des sciences exactes d'ailleurs, je reviens sur ce que dit Guy, mais est-ce que effectivement on a fait le bon choix? Et puis il y a des éléments qui peuvent extérieurs au domaine évalué qui peuvent aussi l'impacter, etc. Bon, je crois que c'est des questions qu'il faut se poser, et contribution donc au changement, contribution à la transformation, et je pense que l'évaluation doit apporter du matériau aux différents acteurs pour s'inscrire dans des problématiques de changement qui sont elles aussi après tributaires de rapports de force et d'un certain nombre de choses. De la même façon, c'est la question de la preuve, qui est un vrai débat. Ce n'est pas tout à fait la question que vous posez, mais pour prouver quelque chose, il faut des critères. Or, ces critères, c'est des constructions socio-économiques, sociopolitiques.
Donc c'est des a priori d'une certaine façon. Donc là aussi, il faut voir comment les déconstruire. Ce qui ne veut pas dire rejeter toute mesure du résultat. On a besoin de chiffres, on a besoin de savoir ce qui se passe, on a besoin de mesurer autant que faire se peut. Mais on mesure, et j'en terminerai là, on mesure dans les deux sens du terme, c'est-à-dire mesurer comme dans mesurer une distance, et mesurer comme dans prendre la mesure d'une situation. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est à peu près objectivable, et objectivé, la distance, et quelque chose qui est plus approximatif, qui est un matériau plus malléable, plus incertain, avec des points forts et des points faibles, qui est dans le sens de prendre la mesure. Donc les conditions, pour conclure et répondre à la question, les conditions que l'évaluation soit utile en termes de changement, c'est à la fois de fournir un maximum d'éléments d'objectivation rendant les points de vue, les postures d'acteurs les plus transparentes possibles et pouvoir faciliter leur mise en dialogue, voire leur mise en débat, et donner assez de matériaux sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on veut faire, pour que le changement ou les transformations qui vont découler du processus évaluatif soient les plus efficaces, les plus pertinentes, les plus souhaitables possibles pour une majorité d'acteurs. Merci. Avant de vous passer la parole, une dernière question, un dernier point avec Guy Coquille. Est-il fréquent que le changement soit un objectif, j'allais dire, affiché de l'évaluation? Et qu'est-ce que cela suppose pour une organisation? C'est pas fréquent. Moi, je peux témoigner de deux grosses expériences en la matière, une dans le champ de l'action publique et une dans le champ des ONG. C'est-à-dire des choix de faire des évaluations pour produire du changement dans les projets, les stratégies et les pratiques d'une organisation. Premier exemple, les missions locales. Et dans les deux cas, d'ailleurs, l'objet de l'évaluation, c'est le projet. C'est le projet des missions locales en France. Ça, c'était dans les années... Ça fait longtemps. Allez, dans les années... Fin des années 80... Début des années 90. En gros, les missions locales qui avaient une approche globale de la situation d'exclusion des jeunes, qui avait été créée en 83 sous Pierre Mauroy, j'oublie le nom vous allez m'aider, du lanceur des missions locales, Bertrand Schwartz, merci, avait pour ambition de travailler sur l'ensemble des vecteurs contribuant à l'exclusion ou à la non-intégration des jeunes. Et progressivement, l'action publique a fait bouger, voire détourner les missions locales d'une partie de leur finalité. Et notamment un gouvernement des années 88-89 qui a assigné aux missions locales une mission en fait de préconisation, orientation des jeunes vers de la formation. Ça s'appelait le contrat individuel de formation, quelque chose comme ça. Et progressivement, les missions locales sont devenues des prescripteurs de formation, de parcours de formation, considérant que si on formait et on qualifiait les jeunes, ils avaient des chances de mieux s'intégrer. Vous avez vu l'efficacité de cette hypothèse 20 ans après. En fait, progressivement, elles ont perdu de vue leur finalité et leur raison d'être. Et dans les années 93-94, le gouvernement ou le délégué interministériel à l'insertion des jeunes a décidé de mettre en chantier la question des finalités et du projet des missions locales. C'est-à-dire, a dit, il faut que l'on refonde les missions locales et que l'on redéfinisse territorialement à quoi elles servent, à quoi elles doivent servir, et on ne peut le faire que sur un mode participatif, en mobilisant l'ensemble des parties prenantes de cette mission d'insertion des jeunes, sachant que la mission d'évaluation, c'était une mission, c'est pas n'importe quoi comme mot, mais qui était une mission qui rassemblait autour de la table l'État, les collectivités territoriales, les syndicats professionnels, les organismes de formation, et j'en passe. Et tout le champ santé, social, etc. Et donc, le délégué interministériel a lancé une évaluation sur la base du volontariat, et il y a eu une ordonnance... non, excusez-moi. Il y a eu le ministre de la formation professionnelle et du travail à l'époque a écrit au préfet en disant voilà, on lance une évaluation des missions locales. Il ne s'agit pas d'évaluer les missions locales en termes d'organisation, en termes de structure. Il s'agit d'évaluer le projet, la finalité étant de redéfinir un projet qui soit en accord avec la raison d'être des missions locales. Et
3 conditions. 1, ça ne porte pas sur la structure, sur l'organisation, il ne s'agit pas de faire un audit. 2, il faut que ce soit sur la base du volontariat. Et 3, il faut qu'à la sortie, les missions locales qui seront investies dans cette démarche puissent faire des propositions en matière du projet d'insertion des jeunes sur leur territoire. Donc il y a la dimension territoriale qui est aussi extrêmement importante. Ça a été fait sur 5 régions, donc sur une quinzaine de territoires. Moi, j'ai eu l'occasion d'en conduire avec mon cabinet sur 2 régions, 3 même, notamment la Bretagne, la Réunion et l'Aquitaine. Et ce processus, en fait, a amené l'ensemble des acteurs à se réinterroger sur le pourquoi de cette organisation, sur le pourquoi de leur mission, et derrière ça, sur quels devraient être les objectifs et ce que Martina appelait la théorie du changement, c'est-à-dire quelle déclinaison des finalités jusqu'au résultat attendu en passant par les modalités d'organisation et de coopération. Ça, c'est un premier exemple. Il est assez unique dans le domaine de l'action publique en France. Pour comprendre cela, il faudrait comprendre un peu le profil du délégué interministériel de l'époque, Pierre-Jean Andrieux, et de son conseiller scientifique, qui était un sociologue, et qui avait beaucoup travaillé sur les questions de conduite du changement. Le deuxième exemple, j'ai découvert hier avec surprise que votre présidente était du Secours catholique, et moi-même, voilà déjà longtemps, je suis en fin de carrière, donc je remonte à il y a 20 ans, le Secours catholique, à l'occasion de son 50e anniversaire en 1996, a lancé une grande opération qui est d'abord passée par un bilan de l'activité et des actions, dont un bilan participatif qui a mobilisé toutes les délégations, tous les cadres, sur qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans, puisque c'était sur des logiques de 10 ans, et qu'est-ce qu'on devrait faire pour les 10 ans qui viennent. Et de cette réflexion sont sorties 3 orientations stratégiques. Ma mémoire faisant défaut, je n'ai retenu que celle qui m'a concerné indirectement, qui était comment faire en sorte de faire bouger les modes d'intervention et la culture du Secours catholique du modèle du faire pour, en gros du modèle assistentiel, au modèle du faire avec. Ce qui n'est pas la moindre des choses. Ce n'est pas sans rapport avec la question des valeurs, avec la question des finalités, et donc derrière ça, comment on fait pour conduire du changement dans une organisation qui réunit 70 000 bénévoles, plutôt âgés, sinon très âgés à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il en est 20 ans plus tard. Un des effets recherchés étant d'ailleurs de renouveler le bénévolat en mobilisant les bénévoles sur d'autres activités que le distributif, l'assistentiel, etc. Et l'objet qui a été retenu, c'était prenons comme objet d'évaluation des projets locaux dans lesquels les destinataires de l'action de Caritas France sont impliqués comme acteurs du projet. Ça peut être une épicerie sociale, ça peut être un jardin partagé, ça peut être un accueil de SDF en gare en Versailles, rive droite, ou autre chose. Et la méthode retenue, il y avait 3 caractéristiques. 1, base du volontariat. 2, les objets ou les expérimentations choisies vont dans le sens du nouveau modèle recherché, c'est-à-dire les personnes en difficulté sont des acteurs de ce projet, souvent des projets modestes. Le 3e, c'est de l'évaluation réciproque, de la coévaluation entre une équipe qui est sur un jardin partagé, une autre équipe qui est sur de l'accueil de SDF, une autre équipe 2 par 2. Et mon travail consistait en fait à bâtir le processus d'évaluation participative et à former ensuite les animateurs de ce processus, un peu comme on forme des animateurs d'une démarche qualité. Pour ma part, qui était à l'époque un spécialiste de l'action sociale et des politiques sociales, je travaillais énormément avec les circonscriptions d'action sociale dans les départements français, et j'ai été témoin plusieurs fois de la part des assistantes sociales de secteur des propos suivants, et dans plusieurs départements, une des seules associations partenaires qui a bougé ces dernières années, c'est le Secours catholique. Alors je ne sais pas ce qu'il en est 20 ans après, mais ce que j'ai pu constater, c'est 2 choses. C'est la modification des façons de faire et de penser au bout de 5 journées de travail collectif, où il y avait autour de la table 4 ou 5 personnes en grande difficulté, qui n'étaient pas habituées à passer une journée entière à discuter autour de la table, des bénévoles du Secours catholique, un délégué départemental et un responsable du siège, puisqu'il était important de faire le lien entre le national et le local. Et j'ai constaté 2 choses. D'une part, qu'il y avait la production d'une intelligence collective, c'est-à-dire qu'au terme de ce processus, chacun comprenait un peu mieux quels étaient les enjeux,
pourquoi ça marchait pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire évoluer les choses. Et la deuxième chose, c'est que j'ai constaté un changement extrêmement sensible de rapports sociaux internes entre ces 4 types d'acteurs réunis dans ce processus d'évaluation participative. Alors, je disais à mes interlocuteurs du secours, il faudrait que je vienne 20 ans après voir qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'il n'en reste pas. À l'époque, ça a duré 3-4 ans, puisque l'organisation s'est appropriée le processus, l'a déployé au niveau de chacune de ces régions sous la responsabilité de ses directeurs régionaux ou départementaux. Mais vraiment, c'est la première fois que je voyais en France, on était en 86, 96, pardon, quand même relativement au début de l'histoire de l'évaluation en France, une organisation mettre autant de moyens et de volonté politique, et je reviens à la volonté politique, pour porter et investir financièrement et en termes de temps, un tel processus pendant 3-4 ans, avec comme visée, on évalue pour évoluer, c'est-à-dire pour produire du changement. Et il m'est souvenu qu'en 86-87, dans la revue Pour, j'ai écrit un article « Évaluer pour évoluer », et je ne pensais pas en être le témoin ou l'acteur 10 ans après. La boucle est bouclée. Voilà. Mais il y a des régressions, comme dans tout processus de changement, il y a des avancées, et puis les acteurs changent. Comme disait Pierre, c'est des jeux d'acteurs et des systèmes d'acteurs. Il y a des jeux institutionnels, et on a vu d'ailleurs des régressions dans cette organisation dans les années qui ont suivi, puis des rebonds, etc. Alors, moi j'ai peut-être quand même une question, parce qu'on voit que dans tous ces processus, vous avez quand même une dimension participative forte. Hein, c'est quand même un très fort et très récurrent de tout ça. Mais derrière, en termes de... Moi, je vais être un peu plus, terre à terre, en termes de moyens derrière. Est-ce que c'est quand même un type d'évaluation qui suppose peut-être des moyens conséquents? Est-ce qu'aujourd'hui on met les moyens en face ou pas forcément? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que qu'est-ce qu'on peut, de façon très concrète, quand on est quand on veut mettre en place ce type d'évaluation, est-ce qu'on est obligé d'avoir des moyens très importants? Écoutez, une évaluation d'impact conduite par l'École d'économie de Paris doit coûter 50 ou 100 fois plus cher qu'une évaluation participative. L'essentiel de l'argent étant passé d'ailleurs à la production des données, à l'analyse des données, avec des moyens, ça a été dit ce matin par une intervenante, considérables, que peu d'organismes peuvent se payer, et avec un effet de production de changement, de mon point de vue, quasi nul. Mais c'est un peu radical comme point de vue. Oui, allez-y. Moi, je pense que le moyen temps est peut-être le plus difficile dans une évaluation participative. Plus elle est participative, et en matière de participative, on a en fait une échelle très grande, depuis la consultation jusqu'à vraiment participatif, où y compris les données, l'analyse, tout est fait avec les acteurs. Ça demande du temps et de la construction d'un consensus. Et on voit bien, donc, ça a été dit par plusieurs d'entre vous aussi, que donc, cette question du temps du processus évaluatif avec le temps du projet, du programme, de la politique est aussi quand même un vrai enjeu. Il y a une question de temporalité. On est parti, si vous voulez, dans le modèle 1 de l'évaluation. L'évaluation, ce qu'a dit Pierre Savignas, ça se faisait après. Quand c'est terminé, on faisait un bilan, on essayait de tirer des leçons, etc. Ensuite, on en est venu à l'évaluation concomitante au projet, c'est-à-dire tout au long de la mise en œuvre du projet. Et sur ces aspects de conduite du changement, il n'y a pas d'évaluation. La seule évaluation qui tienne, c'est l'évaluation concomitante qui commence avant le projet, clarifier les objectifs, clarifier les valeurs, clarifier la cohérence entre les acteurs et la congruence de leurs valeurs. Et ça continue tout au long du projet, puisqu'on est dans un accompagnement interactif de l'action par l'évaluation et de l'évaluation qui rebondit sur l'action. Donc c'est dans la durée. Oui, par exemple, encore un exemple encore de l'UNESCO. Il y a quelques années, on avait fait une évaluation ça s'appelle Independent External Evaluation. C'était une évaluation externe indépendante de l'organisation pour positionner l'UNESCO dans son mandat pour sa contribution dans son mandat dans le XXIe siècle. Et une conclusion de cette évaluation, c'était que l'UNESCO, c'est peut-être l'organisation la plus évaluée. Il y a plein de recherches, plein de rapports, mais il y a très peu de vrais changements. Et du coup, je crois un aspect très important est aussi que l'évaluation doit contribuer à un savoir collectif, à une knowledge base. Et parfois, on peut
se référer à des évaluations déjà existantes et beaucoup apprendre pour son propre projet sans faire toujours de nouvelles évaluations. Et surtout aussi pour lancer une nouvelle évaluation, déjà regarder qu'est-ce qu'on sait déjà sur ce sujet pour avoir une évaluation qui est peut-être sur un autre niveau plus approfondie sur certains aspects. Et du coup, c'est très important de déjà considérer ce qui a déjà été évalué et que ça existe déjà. Merci. C'était juste un commentaire en plus. Je vois qu'on a une question au fond, puis après une question devant. Moi, je vous rejoins tout à fait sur la partie diagnostic aussi. Et en fait, je me pose une question assez simple. C'est comment, en fait, dans un système où, comment dire, l'information devient stratégique et où le besoin devient stratégique, dans le sens où chaque organisation va aller sur le terrain, recueillir des besoins, etc. Et dans un système où, finalement, on fonctionne par proposition. C'est des bailleurs qui vont émettre des propositions, on doit faire une offre. L'information devient stratégique et donc non partagée. Quel rôle peut jouer l'État, l'UNESCO, les organisations internationales pour faire en sorte, puisque c'est eux qui détiennent cette information, pour faire en sorte que cette information devienne partagée, pour créer un diagnostic commun et pour faire en sorte finalement que les méta-analyses des évaluations reposent sur un diagnostic de base commun. Je voulais revenir en fait un peu sur la contradiction un peu inhérente entre évaluation et changement social, ou en tout cas une définition de l'évaluation qui serait ce processus objectif, rationnel, scientifique, et quelque part qui apporterait des résultats qui sont inquestionnables, enfin qu'on ne peut pas questionner, et en même temps le changement social qui par définition est justement, et ça a été dit, un système d'acteurs, des jeux de pouvoir au sein de ces systèmes, et c'était intéressant parce que j'étais content d'apprendre que l'évaluation est apparue dans les années 80, et donc je comprends qu'avant ça, les hommes et les femmes, et l'État et l'ensemble des acteurs de la société avançaient dans le noir, perdus, et qui n'évaluaient pas les choses. Et d'autant plus, ça devait être terrifiant, hein, d'autant plus en France, qui n'a pas la culture évaluative, puisqu'on n'est pas de culture anglo-saxonne. Mais bon, malheureusement, Madame de la Bretèche est partie. J'aurais voulu savoir si ça allait changer. Enfin, mais effectivement, je crois que ces questions sur le changement, ils impliquent les acteurs. Et peut-être pour revenir à ce que nous, on fait en tant qu'ONG, je sais que nous, on travaille donc dans de nombreux pays sur ces questions de changements sociaux. On applique aussi des cadres comme la théorie du changement, mais si on fait une analyse un peu critique, en n'allant pas très loin dans l'analyse de notre propre jeu, notre propre rôle en tant qu'acteur, parce que nos financements, ils viennent quand même de quelque part, on les utilise dans des pays, et ça renvoie toujours à cette notion derrière sur l'évaluation, ça renvoie à des représentations du monde, à des normes, à des valeurs, et tout ce qui a été un peu discuté hier aussi avec Patrick Vivray. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait de questionner, de savoir ce que les intervenants peuvent, les éclairages qu'ils peuvent donner là-dessus. Merci. Sur la première question, c'est juste pour pointer que 3IE, dont j'ai parlé tantôt, a un produit qui s'appelle Evidence Gap Map. C'est-à-dire la cartographie des déficits de l'évidence. C'est pour dire là où on a l'évidence et là où on n'a pas l'évidence. Donc, pour répondre à une question, l'évidence, les preuves, c'est-à-dire qu'est-ce qui... c'est ça, les preuves, n'est-ce pas? Alors, c'est la seule limite, c'est comme c'est une institution d'évaluation d'impact, les seules données qui sont synthétisées sont issues d'évaluation d'impact au sens que vous connaissez. Alors, l'idée, c'est peut-être qu'il y a besoin d'avoir un produit similaire qui soit un peu plus inclusif. Sur la question de qu'est-ce qu'il y avait avant, je voulais juste proposer, je sais qu'en Afrique, on avait les arbres à palabres, qui sont une façon de délibérer sur les difficultés, les problématiques de la communauté. Me semble-t-il, c'est peut-être des pistes d'évaluation, pas aussi structurées, organisées. Et il y a une école qui est en train de réfléchir en fait sur est-ce qu'on peut, en fait, je ne sais pas, acculturer, reculturer, produire une évaluation qui soit un peu plus ancrée sur les cultures du territoire. Très rapidement, sur l'information, alors je ne sais pas s'il s'agit de l'information en amont ou en aval.
Parce que aujourd'hui, moi je dirais presque qu'on a trop d'informations parfois, et que la question c'est le tri. Alors, toute plaisanterie mise à part, il y a quand même un gros travail qui est fait. Alors, c'est dommage que Laure de la Bretèche soit partie, mais quand même par le gouvernement, c'est pas mon job de le défendre, mais par l'administration, mais quand même sur l'ouverture des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de données accessibles. La question, c'est comment les chercher et comment les trier. On a un problème de méthode, mais ça, il faut la construire, cette méthode. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que l'on veut chercher. C'est-à-dire, c'est éviter le coup du clochard sous le réverbère, parce qu'il y a de la lumière. Non, il faut construire sa propre mécanique. Et ça s'adapte à chaque travaux qu'on veut conduire d'évaluation. Accessoirement, d'ailleurs, même ce que l'État ou l'administration veut cacher, ça ne dure pas très longtemps. Aujourd'hui, avec les accès à l'information, c'est très vite les rapports. Enfin, bon, c'est pas pour. Elle a parlé, Laure de la Bretèche a parlé du rapport décrochage scolaire. Il a quand même été mis sous le coude, et pas publié, et il est sorti assez rapidement sur la place publique. Donc, je pense qu'on n'est pas en matière d'information. Je pense qu'on en a pas mal. Après, il faut trier. Surtout, ce qui est important, c'est que dans les données objectives, il n'y a jamais d'indicateur qui va donner, un indicateur va donner la vérité. Il faut croiser souvent une batterie de données, les mettre en perspective, voir des données qui donnent des résultats parfois en apparence contradictoires, et il faut les travailler pour avoir de la matière, du matériau objectif sur lequel on s'appuie, mais qui est nécessaire, mais pas suffisant au travail d'analyse, d'appréciation et d'évaluation. Sur le deuxième point, avec les anglo-saxons, c'est pas qu'on est plus bête que les autres, c'est qu'en France, on a vécu sur une vision de l'État et du service public qui n'est pas celle qui s'est développée dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, on va parler de l'administration Obama, l'administration Trump. On ne parle pas en France de l'administration Hollande et de l'administration X ou Y dans 48 heures. Donc, on est sur autre chose avec la culture du service public. Et son développement dans les années d'après-guerre qui a été considérable. Et à l'époque, l'idée, c'était que l'action publique était vertueuse par essence. Donc on n'allait pas évaluer un truc qui était vertueux. Et pour le reste, comme le disait mon camarade Guy Coquille, pour le pilotage, c'était le pif, quoi. Et puis il y avait de l'argent, il y avait des moyens, etc. Bon. L'évaluation est arrivée à un moment où les choses n'étaient plus de même nature, non seulement pour les questions financières, mais aussi parce que les citoyens, les usagers, ont commencé à dire qu'ils n'étaient pas prêts à accepter n'importe quoi et à avoir aussi des exigences qualitatives sur les services publics, sur les politiques publiques, etc. Après, je pense qu'il faut quand même se défier des fois de cette idée du retard qu'on aurait sur les anglo-saxons, d'abord parce que je pense qu'on l'a bien récupéré, voire dépassé dans certains domaines. Mais je veux dire, on a des approches qui sont parfois différentes, et je pense qu'il y a un vrai débat à conduire là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu où sont l'état de l'art un peu au sens planétaire, il faut aller voir le document qui a été produit il y a quelques mois par la commission évaluation de l'ONU. UNEG, voilà. Je cherchais l'acronyme l'UNEG. Vous la trouvez, alors elle est en anglais, mais c'est de l'anglais lisible, et vous la trouvez sur Internet sans problème. 3 mots sans les expliquer. Complexité. Et donc comment on intervient, on évalue des politiques de plus en plus complexes et des interactions multiples, et les logiques linéaires n'ont plus de sens par rapport aux politiques publiques qui sont de plus en plus complexes. Culture, je pense que c'est l'enjeu de demain. Et dès qu'on veut évaluer quelque chose, il faut tenir compte de la culture des acteurs, de la culture des territoires, de la culture religieuse, de la culture du mode de vie en société. Et si on rejoint ce que disait Patrick Viveret hier en ouverture, si évaluation c'est débattre de ce qui a de la valeur pour les uns et les autres, ce qui a de la valeur n'est pas la même chose au nord comme au sud, mais même en France. Entre les diverses régions françaises, regardez les votes politiques en ce moment, mais sur l'évaluation c'est pareil. Le nord de la France, le nord-est et l'ouest surtout évaluent, le sud-ouest dont je viens jusqu'à Nice n'évalue pas. Et ce n'est pas une question de hasard, c'est une question qui renvoie à un dernier point, c'est le mot projet. S'il n'y a pas, et le projet est lié à la militance, à l'engagement, à un système de valeurs et à une vision, c'est la condition première pour conduire de l'évaluation.